Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce retour d'expérience JAMF avec Agir pour l'école. J'aurai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de Christophe Gomez. Bonjour Guillaume, je suis Christophe Gomez, donc directeur général d'Agir pour l'école et je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui pour parler un petit peu de notre expérience de déploiement numérique. Merci Christophe. Donc Guillaume Perra, je m'occupe de l'éducation et nous allons avoir le plaisir d'avoir le retour d'expérience d'Agir pour l'école sur le déploiement de son application. Merci Guillaume. Peut-être quelques mots d'abord pour situer un petit peu l'action d'Agir pour l'école, qui nous sommes. Alors, Agir pour l'école, c'est une association loi 1901 qui, depuis 10 ans, développe des outils pédagogiques basés sur la recherche en éducation pour aider les enseignants à répondre à la difficulté que rencontrent les élèves dès le plus jeune âge, et particulièrement en éducation prioritaire, pour apprendre à lire. Alors, notre système éducatif n'a pas les résultats qu'il mérite. Ça, je crois que c'est assez incontestable. On le voit dans des études internationales, notamment, je pense à PISA, et notamment dans la maîtrise des fondamentaux. Et pourtant, notre système investit énormément, alors financièrement, bien sûr, mais également humainement, avec des enseignants qui sont motivés, impliqués et qui souvent s'épuisent dans ce défi qui est immense. Et ce défi, eh bien, il commence tôt. La prévention, c'est la clé sur cet axe-là. Et c'est pour ça que nous visons la grande section de maternelle, le CP et le CE1, 3 années clés dans le développement des fondamentaux et particulièrement de la lecture. Évidemment, ce défi, il est plus urgent dans les quartiers défavorisés qu'ailleurs. Et c'est pour ça que notre action se concentre exclusivement vers ces zones et elle s'est structurée en plusieurs étapes. Alors, c'est plusieurs étapes. C'est d'abord commencer par développer des outils papier, des fascicules et des manuels, alors pour les enfants, pour les enseignants aussi, évidemment. Alors, le fait des fascicules papier, c'est plutôt facile à ajuster aux enseignements du terrain. Et c'est l'agilité dont on avait besoin pour comprendre comment on pouvait implémenter une démarche pédagogique et scientifique qui fonctionne en classe pendant le temps scolaire. Alors ça, c'était le temps de l'expérimentation. Et l'enjeu, c'était de s'assurer de l'efficacité du fond et du confort de la forme pour que ça ne pose aucune difficulté aux enseignants au quotidien et qu'on mesure l'impact à l'échelle de l'année. Et alors, depuis, on a évidemment mesuré cet impact-là auprès de centaines de classes et d'enseignants. On a publié notre résultat, notre démarche, notre inspiration, elle est scientifique, notre démarche aussi, elle est scientifique, jusqu'à la publication de nos résultats avec les chercheurs avec qui nous travaillons. Et en suivant cette progression, eh bien, un élève en difficulté rattrape 30% de son retard en lecture. Donc c'est majeur, c'est important et évidemment, on a envie de le déployer auprès du plus grand nombre d'élèves fragiles. Alors, on a au même instant conduit une étude sur le temps d'apprentissage. Ça, c'est extrêmement important et ça va ouvrir sur notre échange sur le numérique. Et cette étude-là, elle met l'accent sur les interactions individuelles avec les enfants, qui ont un impact majeur sur leur progrès. Elles sont la clé, ces interactions individuelles, et c'est cette conclusion qui nous a donné une idée. Cette idée, c'est de développer des applications numériques, en plus de notre set papier, et avec une application ou des applications qui permettraient à chaque élève de progresser à leur rythme donc, et sur le long chemin de l'apprentissage de la lecture. On pourrait ainsi démultiplier les forces des enseignants. Et alors, ces enseignants, on les aimerait partout et toujours là, mais évidemment, ils ne peuvent pas toujours, non seulement pendant le temps scolaire, mais encore plus, évidemment, quand l'école ferme ses portes. Et je pense notamment aux vacances scolaires. Alors, tout ça, c'est une belle piste qui nous occupe énormément aujourd'hui et dont on va parler plus en détail avec toi, Guillaume. Merci beaucoup. Je pense que c'est une présentation qui est très claire sur qui est Agir pour l'école et quels sont voilà, aujourd'hui vos axes de recherche. Concrètement, la partie numérique nécessite, j'imagine, de déployer du matériel à distance, peut-être sur plusieurs sites. Voilà, quelle a été la phase de travail sur cet axe de déploiement? Alors, cet axe de déploiement, il se fait autour d'une application, je l'ai dit, la piste dont je parlais à l'instant, la piste de développement numérique, ça conduit à une application, une méta-application avec plusieurs modules qu'on a nommé du son au mot. Alors, elle couvre aujourd'hui le travail de la phonologie, le travail des sons, de la langue. C'est vraiment une compétence tout à fait première dans l'apprentissage de la lecture. Le code alphabétique, ensuite, avec le travail des lettres et leur combinaison pour former des syllabes et des mots. Alors, cette application, elle fonctionne hors ligne. On va voir, ça a des implications pour s'adapter à des contextes où l'infrastructure est assez disparate. Elle a un moteur de reconnaissance vocale qui a été développé par nous et spécialement dédié à cet apprentissage-là.
Et au fil de, voilà, concrètement, au fil d'une cinquantaine de jeux, les enfants progressent à leur rythme et trouvent l'occasion de réinvestir ce qu'ils ont vu en classe ou de découvrir de nouveaux sons, de nouvelles lettres. Et la suite, alors on a parlé de tout un set de livrets papier, et évidemment, il n'y a pas que ces deux compétences dont je viens de parler qu'on doit mobiliser dans l'apprentissage de la lecture. On a d'autres compétences dont on parlera un petit peu après, et tout ça est en cours de production. On travaille notamment sur un moteur spécifique pour le travail des textes, de la compréhension et du vocabulaire. Mais revient peut-être à cette application du son au mot, c'était ta question. Évidemment, elle n'est pas arrivée d'un coup et telle qu'on la connaît aujourd'hui. On a eu d'abord un premier stade qui est le temps du développement, le stade du labo, la petite échelle avec une petite quinzaine de classes. Et alors, à ce moment-là, l'application, elle était peut-être un peu austère. Elle était très designée pour la classe et pour l'utilisation par un professionnel de l'éducation. Et on collait beaucoup aux enseignements qu'on avait eus sur le papier et cette progression qui avait été si efficace. À cette époque-là, on avait un parc d'une centaine de tablettes. On passait par une licence Enterprise Programme d'Apple. Et puis j'installais tout à la main avec un hub 20 ports préparé pour l'occasion. D'ailleurs, je l'ai là, petite relique. Voilà, donc c'est assez artisanal. Bon, c'était pas confortable, hein, c'était pas confortable à cette échelle-là, mais évidemment, bon, on s'en sortait. En 2019, on réfléchit déjà pas mal à ouvrir l'utilisation hors de la classe. Juste avant, j'ai parlé de tout ce qu'on a fait avec les classes. Et évidemment, la tentation a été grande de pouvoir proposer en dehors de la classe, pour créer du temps d'apprentissage en dehors de la classe, cette application-là. Avec l'idée, bien sûr, d'adapter l'outil et en permettant comme ça aux enfants de trouver du temps d'apprentissage dans des lieux et dans des moments où on nous confiait que ça n'arrivait pas. Et puis, 2020 est arrivé avec la crise sanitaire, hein, qu'on ne présente plus. Et ça nous a fait basculer. L'école a résisté énormément, mais elle a dû fermer et reprendre comme elle a pu. Et donc, on a vite décidé à ce moment-là de proposer notre application dès l'été, dès cet été-là, via des partenaires, des centres de loisirs, des centres sociaux. Et spontanément, on a eu 300 familles, plus de 300 familles qui se sont engagées dès cette première édition-là. Donc, on avait mobilisé pour cette action-là 500 iPads qui pourraient nous permettre de prêter clé en main aux partenaires motivés les outils pour construire un temps d'apprentissage au milieu du loisir, qui était leur métier premier. Et alors, la préparation, ça s'est fait avec un Apple Configurator qui a tourné à plein. Bon, on a eu quelques scripts qui ont permis d'automatiser quelques segments, mais toujours cette logique in-house pour les licences, avec les difficultés que ça pose de devoir manifester toujours une confiance dans le développement, donc avec des connexions sur le terrain pour confirmer que le développeur est bien identifié. C'est assez complexe, tout particulièrement avec des partenaires qui ne sont pas spécialement des administrateurs de ce type d'outils. Bon, honnêtement, c'était long, c'était difficile toute cette préparation-là, et c'était vraiment pas idéal. Mais bon, comme tout le monde, je crois que au milieu de cette crise sanitaire, on a fait comme on a pu, on a fait du mieux qu'on a pu, on s'est adapté, je crois que c'était le maître mot. Mais l'opération, elle nous a tout de même semblé extrêmement intéressante. Les retours, ils ont été bons. Il y avait de l'intérêt pour ce type d'action, même s'il fallait revoir la méthode de déploiement, incontestablement, le système de licence et l'application elle-même pour la rendre plus ludique et adaptée à ce contexte-là. Alors, c'est ce qu'on a fait de confinement en déconfinement depuis un an pour être prêt pour cet été. Avec une seconde édition où cette fois, on a mobilisé 1000 iPads. Donc là, on a vraiment un parc Doubler la qui flotte. devient… voilà, exactement. On a doublé la flotte avec un parc important. Et là, il nous fallait un déploiement optimisé. On a revu tous les points de faiblesse. L'application embarque désormais une IA renforcée donc pour le moteur. Et on passe désormais par les custom apps pour les licences, quelque chose qui est beaucoup plus adapté. Et la grande nouveauté, c'est Jam School, évidemment. C'est un point important, évidemment, de notre échange. Et concrètement, ça nous a fait faire un saut quantique dans la gestion de la flotte. Une fois sur le MDM, les iPads, ils ont pu être mis à jour assez simplement. Et je parle de la mise à jour iOS. On a pu aussi déployer les différentes releases qui étaient nécessaires avant déploiement. Donc, aussi autant de fois que nécessaire, avec là aussi beaucoup de simplicité. La gestion des groupes territoriaux, des profils aussi était bienvenue. Et on a dû notamment configurer des hotspots de suivi et de secours. Donc, tous ces éléments un peu satellites
ils ont pu trouver une gestion distante et assez confortable via le MDM, via Jamschool. Donc ça a été vraiment quelque chose une révolution sur cet aspect-là pour nous. On a également pu nous servir de l'outil de cet outil-là, de Jamschool, pour la logistique. Parce que quand on Oui. envoie 1000 tablettes du nord au sud, c'est mieux de savoir où elles se trouvent, pouvoir les situer. Donc vraiment une révolution bienvenue et qui nous rassure évidemment pour les prochaines étapes de passage à l'échelle. Et tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble aujourd'hui que justement sur l'iPad que l'on voit ici, finalement, l'élève n'a accès que au contenu et à l'application que vous lui mettez à disposition. Donc bien évidemment, il n'a pas accès, aux réseaux sociaux, à YouTube ou des choses comme ça, vu que l'iPad va aussi rentrer à la maison. Tout à fait. C'est un point important et c'est ce que j'évoquais un peu rapidement à travers les profils. On peut vraiment dicter comme ça à la flotte ou alors à certains groupes indépendamment un comportement particulier qu'on attend de la tablette en fonction de, par exemple, on peut confier une tablette à un adulte et attendre un certain comportement et attendre le comportement que tu décris quand on la confie à l'élève. Donc là, par exemple, on a une petite fille qui a travaillé donc sur cet iPad-là, qui a plutôt réussi, hein, on lui dit un grand bravo. On voit sur le côté d'ailleurs une méthode de traçage avec les codes barres qu'on a utilisées. Et on voit d'ailleurs, c'est peut-être un peu petit là, hein, mais on voit les informations qu'on a configurées sur le MDM pour identifier l'iPad. Donc, non, vraiment, cette gestion de profil appliquée à différents groupes, ça a été quelque chose d'extrêmement utile du point de vue de l'utilisation de l'iPad, mais aussi de sa gestion en termes de déploiement, logistique, configuration en amont. Et le bilan donc, après, le pilote et cette deuxième année, donc on voit qu'il est quand même plutôt très positif. Comment se présente la suite, pour, l'année 2022 et en termes de déploiement également, peut-être, sur, encore plus de sites? Complètement, complètement. L'idée, c'est de continuer de déployer auprès des classes quand c'est pertinent et de renforcer ce second axe hors du temps scolaire grâce à des partenariats territoriaux pour aider à cette continuité pédagogique. C'est vraiment le maître mot, faire en sorte que l'été, qui est assez long, il faut le reconnaître, pèse moins lourd pour les élèves de l'éducation prioritaire. Alors, c'est un défi autant pour la classe, cette perspective-là, hein, où la place du numérique est pas encore évidente, mais c'est aussi un défi pour le projet hors de la classe, où les acteurs avec qui on a travaillé se sentent toujours pas complètement légitimes sur cette question de l'apprentissage. Donc, on va travailler à ça. On est vraiment prêt à relever ce défi et on est certain que ça contribuera à l'égalité des chances et c'est notre mission depuis notre création. Mais écoute, je pense que ça sera le mot de la fin. Je te remercie beaucoup pour ce retour d'expérience qui, je pense, voilà, va intéresser, les visiteurs donc de Back to School et je vous souhaite en tout cas une très, très bonne continuation à toute l'équipe, sur les prochains mois et bien sûr une bonne préparation des projets à venir. Merci beaucoup Christophe et Merci Guillaume, puis, à très bientôt. à bientôt. Merci.